Alors, on vient de passer en revue tous les secteurs où l'on consomme, où on absorbe de l'énergie. Bâtiment, transport, industrie, secteur agricole. On reste sur la section thématique et on va passer désormais aux énergies renouvelables. Énergies renouvelables avec Marc Jedlińska qui va, dans un premier temps, nous présenter où on en est, qu'est-ce qu'on peut attendre des énergies renouvelables dans ce scénario Négawatt 2017. Alors, Christian a quand même un petit peu parlé de production d'énergie renouvelable, mais à partir de bioénergie, qui est tout à fait importante. Hein, vous regardez le rapport entre les deux. Donc là, je vais parler d'électricité, qui, je rappelle, fait 20% de notre consommation actuelle, mais 80% de nos discussions en général. Et donc, on va aller assez vite sur ce sujet, avec pas beaucoup de nouveautés, enfin quelques nouveautés quand même par rapport à 2011. Donc sur l'éolien, qui est la première source d'électricité tout court en 2050, avec quatre catégories de machines. Celles qui sont alors terrestres, ancienne génération, c'est celles qu'on a déjà dans nos paysages, hein, qui fonctionnent pas trop mal, mais qui vont avoir tendance à être remplacées et qui commencent à l'être déjà aujourd'hui, parce qu'on appelle les éoliennes de nouvelle génération. En fait, c'est des éoliennes à plus grand diamètre visible et qui permettent d'aller sur des sites moins vantés. Donc on aura une moindre concentration de l'éolien sur les sites très vantés. Historiquement, c'est normal, l'industrie s'est positionnée sur ces sites-là. Aujourd'hui, ils sont en grande partie saturés. Heureusement, on a des technologies qui nous permettent d'aller sur des sites moins vantés, donc d'avoir un aménagement du territoire beaucoup plus distribué qu'aujourd'hui. Ça, c'est pour le terrestre. Donc, on a ici les courbes. Donc, l'ancienne génération est ici. La nouvelle génération terrestre est ici. Et ici, on a... Alors non, c'est... Oui, il y a un bug, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, tout n'est pas sur Terre, on en a aussi en mer, avec deux catégories. Ce qu'on appelle l'offshore planté, c'est-à-dire ce qui est dans les hauts fonds, à 30 mètres maximum, pas trop loin des côtes, ce qui se développe dans les pays d'Europe du Nord, qu'on n'a pas encore vu en France, mais ça va pas tarder, il y a des projets en développement. Et puis ce qui va venir juste derrière assez rapidement, c'est ce qu'on appelle l'offshore planté. Donc c'est des éoliennes qui sont installées sur des plateformes de type plateforme pétrolière qu'on peut construire dans les ports et emmener sur des barges beaucoup plus loin dans des zones plus profondes et qui sont ancrées en fait au sol, donc qui permettent d'aller chercher des vents plus constants, plus loin des rivages, moins de problèmes de paysage, etc. Donc des nouvelles types d'implantation, mais les machines elles auront toujours la même tête avec 3 pales et un mât, en grosso modo, même si les puissances unitaires vont avoir tendance à augmenter. Beaucoup plus en mer que sur Terre. Hein. Sur Terre, on est probablement actuellement au maximum des puissances, sinon on va avoir des machines très très grandes. Et en plus, avec les nouvelles générations, on va avoir une tendance à ce que ce soit de plus en plus grand. C'est entre 2 et 3 mégawatts de puissance maximum unitaire sur Terre. Donc ça, c'est pour l'éolien, donc qui va fournir au bout, en 2050, alors ça c'est en puissance, 80 gigawatts d'éoliennes installées, qui vont nous produire... Non, on n'a pas la production, c'est 15 gigawatts, bon. Hein, ça reviendra après. Alors là, on est en puissance, c'est un peu trompeur parce que l'éolien a un facteur de charge qui est nettement supérieur au photovoltaïque. Donc en fait, le photovoltaïque, il y aura plus en puissance, mais moins en énergie. Hein, c'est quand même l'éolien qui reste le premier en énergie. Et donc le photovoltaïque, on a un peu plus travaillé dans le détail que le scénario 2011. Et notamment, on a élaboré, on a un outil en fait qui nous permet, ça c'est une hypothèse, on a un outil qui nous permet de faire plein d'hypothèses sur comment on installe ça avec donc les centrales au sol, évidemment sur des terrains qui sont impropres à l'agriculture, hein, soit des friches industrielles, ça peut être des terrains où on ne peut pas faire grand-chose d'autre. On a des grandes toitures, on va avoir tendance plutôt à les mettre à plat pour des questions de coûts. Le photovoltaïque baisse tellement ses coûts de production qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours intérêt à optimiser absolument le moins de kilowattheure en termes d'orientation, que ce soit est-ouest ou en azimut. Les grandes toitures, les diffus, c'est plutôt les petits logements, enfin les maisons ou le logement collectif, on va dire. Donc on a tout un tas de paramètres qui nous permettent de dessiner une possibilité, l'important étant qu'on a la puissance installée qui est bien celle-là au bout du compte avec l'énergie qui va avec. Et donc le tendanciel, vous voyez, on est 2,5 fois plus important en puissance que le tendanciel. Alors, le PV est effectivement une technologie très particulière qui surtout a une baisse des coûts. Alors, l'éolien baisse ses coûts régulièrement, mais à une vitesse, on va dire, un peu tranquille, qui aujourd'hui le rend compétitif quand même à l'échelle mondiale. Le photovoltaïque, lui, est vraiment original parce qu'il connaît des baisses de coûts qui sont extrêmement importantes, qui sont liées à la fois à des progrès dans la technologie et à la fois des progrès par la massification, par les effets d'échelle.
qui font qu'on a voilà, des baisses de coûts tout à fait importantes, et avec en corollaire de ça, des temps de retour énergétique, donc une rentabilité énergétique, on va dire, qui s'améliore sans cesse, et des émissions de gaz à effet de serre aussi, puisqu'il faut faut un peu d'énergie pour produire les panneaux, qui baissent régulièrement. Donc on considère que le photovoltaïque, il n'y a pratiquement pas de limite, en tout cas pour l'approvisionnement. On a de la place sur les toitures, centrales au sol, etc. Sur le réseau, il y a des adaptations du réseau à faire très certainement, mais pas tant que ça, pas autant en tout cas qu'on nous le dit aujourd'hui, et puis peu en ville et c'est beaucoup à la campagne, donc il y a des travaux à faire là-dessus. Mais en fait, la vraie limite, ça va être qu'est-ce qu'on fait de l'électricité qu'on produit, parce que si on veut produire beaucoup, et ben on va avoir, et avec l'éolien en plus dessus, on va avoir des moments d'excédent. Alors c'est le sujet du stockage qu'on traite d'une manière. Alors ça, c'est les évolutions majeures sur les coûts, c'est une illustration qui vient de nos amis allemands sur les évolutions de coûts complets de production du kilowattheure photovoltaïque, aujourd'hui qui se situe entre, et encore c'est bien dépassé puisqu'on est 3 ans plus tard, ce serait beaucoup plus bas. Et donc on voit que les tendances sont dans les 2 à 3 centimes d'euros du kilowattheure, c'est-à-dire compétitif, c'est moins cher que l'hydraulique historique chez nous. Alors, voilà donc ce que ça donne en production, là, pour le coup en térawattheure. Donc on voit bien que l'éolien à près de 250 TWh et juste à peu près au même niveau d'ailleurs que les bioénergies, en tout cas la biomasse solide. Le photovoltaïque est à peu près à 150 TWh. L'hydraulique qui n'a pas beaucoup bougé parce que la France est équipée, on peut améliorer les systèmes, mais on aura probablement moins d'eau aussi dans les rivières du fait du changement climatique. Et puis les énergies marines qui restent anecdotiques. Non pas qu'on pense que ça ne marchera pas du tout, mais on n'est pas sûr du tout que ça puisse marcher à ces horizons de temps-là. Donc on est très prudent là-dessus. Maintenant, si on se trompe, c'est une bonne nouvelle. Cette courbe-là sera un peu plus élevée, et les deux autres pourront être un peu plus basses. Ce n'est pas vraiment un problème, mais en tout cas, on ne compte pas dessus. Pour le scénario. Alors, une fois qu'on a produit cette électricité, se pose le problème donc, de son stockage. Alors je mets des guillemets à stockage parce qu'en fait, on traite la question des excédents d'électricité non pas sous forme de système électrique pur, et c'est là qu'on va introduire une notion qui était déjà présente en 2011, mais qu'on a retravaillée un peu plus, et surtout les progrès des technologies qu'on a observés nous laissent penser que c'était vraiment la bonne idée. On va travailler sur l'utilisation de ces excédents pour faire autre chose que de l'électricité. Alors, ça, c'est du point de vue, on est encore du point de vue du réseau électrique. Quand on a des surplus d'électricité, les moyens de stockage aujourd'hui à notre disposition, en France, on a surtout, ce qui est connu, c'est les STEP, c'est les stations de pompage-turbinage, où on pompe la nuit et on turbine la journée pour faire l'électricité. Et là, on est sur des quantités d'énergie moyennes, on va dire, mais des durées de quelques jours maximum. On parle beaucoup de batteries en ce moment, il y a quelques entreprises américaines qui ont des forts budgets de marketing qui essaient de nous vendre du rêve là-dessus. Les batteries ont sûrement leur intérêt. Néanmoins, il faut avoir conscience que ce sont des quantités d'énergie relativement faibles. 1 mégawattheure, c'est un tiers de la consommation annuelle d'un ménage. C'est à peu près 3 mégawattheures par an d'électricité. Et surtout, c'est sur des durées d'une heure ou deux. Alors en Californie ou aux tropiques, où les jours et les nuits sont à peu près à la même longueur toute l'année, ça peut le faire. Chez nous, c'est un peu compliqué de stocker sur des saisons avec des batteries. On a des choses encore plus techniques qui ont des durées de stockage et d'énergie qui sont beaucoup plus faibles. Mais surtout, si on veut travailler sur l'année entière, pouvoir produire en été et consommer en hiver ou l'inverse, on est obligé de passer par la phase hydrogène et méthane, ce qu'on appelle donc le power to gas, avec deux étapes. La première qui est obligatoire, c'est l'hydrogène, donc on s'électrolyse. Et la deuxième, c'est prendre cet hydrogène, le faire réagir avec le fameux CO2 que Christian m'a généreusement confié tout à l'heure dans son biogaz. Le biogaz brut contient moitié de CO2. Et donc, on a ici une possibilité d'avoir des molécules qui s'appellent du méthane et qui sont exactement les mêmes molécules que le gaz naturel, qui peuvent être donc stockées dans le réseau de gaz. Le réseau gazier aujourd'hui en France, c'est une immense batterie de 130 TWh de capacité pour une production d'électricité qui va être vous avez vu tout à l'heure, de quelques centaines de TWh. Donc un outil industriel qui existe déjà et qui est vraiment adapté à nos besoins. Alors, ça... ça, c'est une courbe de charge théorique en 2050, si je ne m'abuse, avec ici donc la consommation et la production. Et on voit que les consommations sont donc là. Les steps sont utilisés
soit pour consommer l'électricité quand on a des excédents, soit au contraire pour en produire quand on a des déficits. Et ça, c'est une journée, je pense, d'hiver, plus ou moins. Et la production d'hydrogène qui est ici, les excédents qui doivent être par là, donc on transforme une partie en excédent au fur et à mesure. Ah, il y a une animation. D'accord, on cache tout. Stockage dans les steppes, déstockage des steppes, production d'hydrogène ici, je ne m'étais pas trompé, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est là, centrale à gaz renouvelable. Voilà. Donc le gaz qui est produit peut être... Alors le vecteur gaz, on plaide énormément pour la réhabilitation du vecteur gaz. On a un tropisme électrique dans beaucoup de pays développés, notamment en France, et on oublie le gaz. Le gaz est nécessaire pour la transition énergétique. Évidemment, le gaz, aujourd'hui fossile, va devenir renouvelable, de même que l'électricité, aujourd'hui, n'est pas renouvelable, elle va le devenir. Mais en tant que vecteur, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Alors, on peut faire de l'électricité, effectivement, mais on peut faire bien d'autres choses. On peut faire notamment rouler des voitures et des camions, on peut faire la cuisine, on peut faire chauffer des logements, on peut faire de la chimie dans l'industrie, etc. Donc, on a ici un usage purement électrique du gaz pour retourner à l'électricité, mais qui n'est pas la vocation première du gaz de méthanation. Ah. Oh. Bon. Ouais. Voilà. Ça, c'est le résultat en 2050, enfin l'évolution, vous voyez. Donc ici, les steppes, les stations de pompage-turbinage, on peut les augmenter un petit peu, mais elles sont déjà, il y en a déjà beaucoup en France, il y a beaucoup de place pour le faire. Et donc ici, vous voyez en proportion, le H-urée, c'est la production de méthane, l'hydrogène qu'on peut utiliser aussi dans l'industrie en tant que molécule, qu'on peut utiliser en pile à combustible, enfin on a plusieurs usages de l'hydrogène, mais l'hydrogène pur est un peu compliqué à stocker, c'est une toute petite molécule qui s'échappe très vite, il faut des réservoirs un peu costauds, et donc il vaut mieux à partir d'un certain moment, quand on n'a plus d'usage direct intelligent, le transformer en méthane. Et donc ici, on a, là c'est la perte des électrolyseurs, qui est la première étape, on en parlera tout à l'heure. Pour faire de l'hydrogène, on passe par l'électrolyse de l'eau. Donc ça, ici, c'est une consommation, on va dire, des électrolyseurs qui n'ont pas un rendement de 100%, ce qui est normal. Et puis, ici, c'est la puissance des électrolyseurs qu'on va installer à partir de 2025 et petit à petit, qui vont arriver jusqu'à 40 gigawatts de puissance installée électrolyse avec une consommation totale de l'électricité qui est ici. Voilà. Bon, alors, sur la méthanation, on va aller très vite. Voilà. Ce schéma-là était déjà en 2011, je vous y renvoie. Hein, l'hydrogène excédentaire est passé dans un électrolyseur qui va produire de l'hydrogène d'un côté, enfin, l'électricité excédentaire va faire de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. On va combiner ça avec du CO2 qu'on va capturer dans le biogaz notamment, via la réaction de méthanation, on va injecter dans le réseau de gaz, et donc on va avoir tous les usages possibles du gaz renouvelable. Donc c'est la troisième voie de production après le biogaz, le biométhane, le gaz de gazéification, le gaz de synthèse, et la troisième source de méthane renouvelable. Ouais. Alors, évidemment, le sujet, grand sujet, combien ça coûte ce machin-là? Alors, il y a eu des études qui ont été faites, on a participé à une étude avec Solagro pour le compte de l'ADEME, on a regardé ça, ça dépend énormément de deux paramètres, la durée d'utilisation des électrolyseurs et évidemment le prix d'accès à l'électricité. Après, a priori, quand on est sur des électricités excédentaires, elle ne doit pas coûter très cher, mais on a des hypothèses qui ont été explorées. Voilà, ça dépend du fonctionnement, ça dépend un prix d'électricité de 40 € du mégawattheure, qui est à peu près le prix actuel, qui est anormalement bas, mais qui est quand même aujourd'hui celui-là, qui a peut-être vocation à évoluer, mais on ne sait pas trop dans quel sens. Et puis, il y a des technologies différentes. Toutes les technologies utilisées dans le power to gas sont aujourd'hui existantes, d'une manière ou d'une autre, à un stade plus ou moins avancé, sans rentrer dans le détail parce qu'il y en a beaucoup, mais on peut dire qu'en 5 ans, on a vu des progrès assez spectaculaires dans les plus prometteuses d'entre elles. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure. En tout cas, on a des hypothèses de fonctionnement à des coûts économiques assez corrects à moyen terme. Ce n'est pas encore pour demain. On n'a pas besoin de ça immédiatement, on a besoin de ça dans les 15-20 ans qui viennent. Raison de plus pour s'y mettre, pour développer des démonstrateurs et apprendre des choses. Alors, ce qu'on a vu récemment, c'est qu'on a des électrolyseurs, par exemple, qui sont capables d'avoir des délais de réponse, de changement, de se mettre en route et d'arrêter,
de moins d'1 seconde. Ça veut dire, pour les spécialistes, ces technologies ont été validées pour la réserve primaire en Allemagne, qui est un marché. Hein, ce n'est pas comme en France où c'est RTE qui régule ça, c'est-à-dire que quand on s'engage sur ce marché-là, il faut vraiment que ça marche, sinon on perd beaucoup d'argent. Eh bien, les électrolyseurs aujourd'hui, ces à membrane, PEM, sont capables d'avoir des temps de réaction de l'ordre d'1 seconde. Ça, c'est un élément vraiment important. Les coûts aussi, qui sont inférieurs aujourd'hui au stockage en batterie lithium-ion, quasiment de moitié. Hein. Donc ça, c'est des prix qui sont sortis par les industriels, qui sont dans le business. Hein. Ce sont des programmes de démonstration qui ont eu des aides pour se développer, mais aujourd'hui, ce sont des transactions commerciales. Et puis, alors ça, c'était des Anglais, ça, c'était sur le côté électrolyse. Et sur le côté méthanation, on a aussi des résultats assez étonnants de flexibilité, de rapidité et de baisse des coûts. Alors, avec deux grandes filières, la méthanation catalytique, qui en France est portée par le CEA. Donc, finalement, il y a un démonstrateur aussi à côté de Fos-sur-Mer qui s'appelle Jupiter 1000, qui va démarrer. Donc, c'est un peu la grosse industrie, c'est de haute pression de température. Et puis, il y a une deuxième technologie que nous, on aime beaucoup, c'est la méthanation biologique, où là, on utilise des bactéries ou des petits bébêtes qui vont bien et qui sont tout à fait dans le prolongement du biogaz, avec une logique d'écologie industrielle. On prend le CO2 du biogaz, qui est en fait un déchet qu'on doit éliminer si on veut injecter le biogaz dans le réseau. Eh bien, ce CO2 nous intéresse parce qu'on va pouvoir le faire réagir grâce à des bébêtes qui sont dans cette colonne-là et avoir, pareil, des temps de réaction et des coûts possibles à terme très bas, parce que ce sont des systèmes à basse pression, basse température, et donc c'est de la plomberie en fait un peu sophistiquée, mais pas beaucoup plus que pour le biogaz. Donc on a des technologies aujourd'hui qui nous laissent penser qu'à horizon de, alors on pensait nous 2035, mais moi je suis pas loin de penser que c'est peut-être à horizon 2025 qu'on va avoir des outils industriels qui vont permettre d'aller très vite, et d'autant plus que c'est d'autant plus intéressant que dans le 100 négawatts, on va avoir besoin de faire de l'électricité exprès pour faire du gaz, pour faire rouler les camions et les voitures. Parce que le biogaz et la gazification ne vont pas suffire. Et donc on a été, ça c'est une nouveauté par rapport à 2011, on n'est plus seulement du point de vue du système électrique, on est aussi du point de vue écosystémique de l'énergie, où on a besoin de boucler sur la mobilité, qui était une des impasses, qui est restée pendante des scénarios de l'État dans la loi de transition. Merci Marc, merci Marc.